Amis du rugby, bonjour. Nous nous sommes quittés il y a un mois. Je crois que c'était la veille de la finale. Et cette finale hitchcockienne, pleine de suspense, de sursis, et qui n'a délivré que son champion dans les 5 dernières minutes. Des finales comme ça, ouais. Bon, si vous étiez joueur à ce moment-là, vous jouiez au casino, il fallait tout miser, banco, sur le 10, rouge, noir et passe. Rouge et noir, le 10, bon, c'est sûr. Le père, père pourquoi? Ben c'est le père c'est Émile, et là vous avez le bonjour d'Émile, et son fiston, et ben c'est Romain. Et Romain, en faisant cette action, il a ruiné tous les espoirs de La Rochelle, et Toulouse est parti vers un nouveau sacre. Quoi dire de cette finale? Bah, indécis jusqu'au bout. Bon, la faute à qui? La faute à personne, vous savez, une équipe. On gagne à 15, même à 23, même à 30 avec le staff. Et puis on perd aussi à 15, à 23, puis à 30. La faute à personne. Tout le monde a bien joué, un joli spectacle. Certes, on n'ouvrait pas comme des Fidjiens auraient joué, mais voilà. Et puis, il s'en est passé des choses. Tout d'abord, bienvenue aux Yonuts, qui arrivent en top 14, voilà. Ils sont là, ils vont jouer. Et puis bienvenue aussi des clubs comme le Valence Roman Drôme Rugby, champion de France, et son dauphin, Dax, qui eux accèdent à la Pro D2. Ah, puis des boucliers de Brennus, il y en a eu des pléthores. Je ne peux pas tous vous les nommer, tous vous les citer. Mais ce que je peux vous dire, tous ces boucliers, si on les avait formés ensemble, on aurait fait une tortue. Une tortue digne des joueurs comme à l'époque Simon, Moscato, Gimbert, qui faisait une sacrée tortue, la tortue Bordeaux-Béglaise, qui permettait à pratiquement 10, 12 joueurs d'avancer, de partir de la ligne de 22 et d'aller marquer en face. Et ça, c'était les années 92. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, arrive qui? Le championnat du monde. Entre-temps, les Bleuets, eux, ont été encore champions du monde pour la 3e fois consécutive. Les Bleuets, c'est ni plus ni moins que les joueurs de moins de 20 ans. Mais quelle performance! Et puis bravo! Moi, il y en a un qui a émergé là-dedans, c'est Tuilagi. Celui-là, il va faire du chemin. Et je pense que même on le retrouvera dans quelques années dans l'équipe nationale. Bon, entre-temps, on prépare la Coupe du Monde. Moi, il y a un truc que j'aime pas bien. Je vais vous dire franchement, tous ces matchs de préparation contre l'Écosse, allez, retour, on va jouer contre les Fidji. Et puis le 27 août, un gros morceau. Enfin, pour moi, c'est un gros morceau. On va se payer quand même les Australiens. Mais là, je me demande si on s'est tiré une balle dans le pied ou alors on s'est tiré dans la tête. Parce que jouer les Australiens le 27 août à 11 jours de l'ouverture contre les Blacks, là, moi, j'ai pas bien saisi. Mais, vous savez, moi, je ne suis qu'une goutte d'eau dans un océan. En face, il y a quand même des professionnels, il y a le staff technique, il y a un entraîneur qui est formidable. Voilà. Bon, alors, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Eh ben, vous savez, l'hémisphère sud, il y a un point commun, c'est tous des Iliens. L'Australie, c'est une île. La Nouvelle-Zélande, c'est une île. Les Tongiens, les Samoans, les Fidjiens. Bon, j'oublie pas l'Argentine qui est de l'autre côté, le Japon qui est en dessous. Mais, attention, l'hémisphère sud, pour moi, il est quand même supérieur à l'hémisphère nord. Preuve, pourquoi? Comptez simplement le nombre de joueurs français qui sont allés jouer dans l'hémisphère sud. Le premier, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est, mais le deuxième, c'était quand même Frédéric Michalak. Il est allé jouer en Afrique du Sud pour les Sharks, il a rencontré les Stormers. Donc, à ma connaissance, pas beaucoup de Français sont partis essayer de conquérir l'hémisphère sud. Par contre, alors là, il y a une pléthore de joueurs qui sont Fidjiens, Australiens, Néo-Zélandais, Tongiens, Samoans, qui eux ont débarqué en Europe. Bon, il y a quand même une supériorité. C'est quand même pas un pronostic de dire qu'on va retrouver dans les 8 derniers, on va retrouver les Blacks, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, la France, et puis il y aura peut-être des surprises, l'Angleterre, et puis pourquoi pas les Japonais. Les Japonais, la dernière Coupe du Monde, ça va vous faire sourire, mais ils ont quand même battu l'Écosse, ils ont battu l'Irlande, bon après ils se sont fait cirer, qu'importe. Mais cette Coupe du Monde, elle est un peu indécise.
Et là, ah puis, moi, le premier match, je ne veux rien dire, je l'ai regardé. Mais quand on voit, quand même, à la sortie on mène à la mi-temps, et après, il y a une remontée des Écossais. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'à la sortie, il y avait quand même 6 joueurs de blessés. Alors, 6 pour le premier match contre l'Écosse. Si on a remis 6 dans le deuxième match pour l'Écosse, ça fait 12. Les Fidjiens, non. Eux, moi, je les appelle les Harlem Globetrotters du rugby. Ils ont le ballon à une main, ils se le passent croisé, tu m'as vu, coucou par ici, coucou par là, et je te feinte au crochet, hop. C'est bien, c'est le rugby, ça va. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les Australiens. Quand vous allez avoir des skeletons qui a appris à jouer à La Rochelle, et qui a le maillot australien, et qui va rencontrer Aldrit, qu'est-ce qu'ils vont se rencontrer? Des histoires de rugby? Je pense pas. Quand vous avez les anciens Toulousains qui vont venir et, avec le maillot australien et qui vont rencontrer notre ami Dupont ou notre ami Ntamak, qu'est-ce que ça va faire ça? Moi je souhaite qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas trop de blessés. Qu'à la sortie qu'on commence contre les Blacks. Les Blacks, bon, on les connaît. Hein. Les voilà. Hein. C'est pas tout neuf, hein. Mars 64. Bon, à l'époque les Blacks, qu'est-ce qu'ils avaient? Une équipe, ils s'entraînaient en chicane contre des pneus de tracteurs, contre des pneus de voitures. Et puis, chaque année, il y a eu dans cette Coupe du Monde de rugby, quand même, des choses qu'on n'avait jamais vues avant. La première Coupe du Monde, on voit l'ouvreur australien qui fait en plus ou moins une passe, on ne sait pas trop comment, mais ça s'appellera plus tard une passe au pied. On croit qu'il a raté la touche. Non, c'est quand Petzé l'ailier qui prend le ballon et qui va marquer. Une année, on a les Samoans qui plaquent, on leur dit attention les Samoans, plaquage interdit, ils arrivaient en planche, 180 degrés comme ça, vous avez beau avoir des abdominaux, l'impact, vous reculiez de 3 mètres. Donc on a dit aux Samoans, vous vous calmez. Une autre année, c'est les Britanniques qui eux, ils jouent à l'ouverture, et puis on met un deuxième centre ici, on glisse là, il y a tout le temps des combinaisons. Mais le plus beau, et qu'il faut garder, c'est quand même la Nouvelle-Zélande, avec un phénomène qui s'appelait Jonah Lomu, Lomu, L-O-M-U, et pas Lumu, parce que c'est tout le paradoxe, qui faisait quand même 1m96 pour à peu près 105 kilos. Bon, on dirait, il jouait deuxième ligne. Non, non, à l'aile gauche. Et là, je peux vous dire qu'il en a marqué celui-là des essais. Et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, les Néo-Zélandais, cette année, pour la Coupe du Monde? Ça, mystère et goutte de gomme. Mais moi, je me souviens, l'impact qu'il avait, il emmenait son ailier, il y avait un centre qui arrivait à la troisième ligne, il était impressionnant. Pour moi, la Nouvelle-Zélande est grandement favori. Voilà. Maintenant, ce soir, on joue le deuxième match contre l'Écosse, pourvu qu'il n'y ait pas de blessés. C'est tout ce que je demande. Bon, sur ce, amis du rugby, je suis bien content de vous avoir parlé. On va voir ce match ce soir, et puis je vous retrouverai. Bon match, et à la prochaine.